Comme chaque semaine, nous nous interrogeons pour savoir s'il existe une tradition qui inciterait les Juifs au métier de l'invité du jour. Ce soir, il s'agit de coach et plus généralement de psychothérapeute. Audrey Hakoun, bonsoir. Bonsoir. Si nous pouvons bien avoir une certitude sur le rapport entre être juif et exercer certains métiers, une plongée dans l'univers de Woody Allen nous confortera dans le lien entre l'appartenance à la judaïté et au métier de psychothérapeute. Quant à la psychologie positive, j'ai davantage de doutes en pensant à ce fils ashkénaze qui appelle sa mère et qui lui demande si ça va. Et à la réponse, oui, ça va, on déduit immédiatement qu'il a fait une erreur de numéro. Mais puisque nous sommes avec Virginie Gage, avec vous-même, Audrey Hakoun, nous savons que ce soir, ça ira pour tout le monde. Virginie? Oui, Gad, merci pour cette introduction. Alors, tu le disais, ce soir, on reçoit une fille assez exceptionnelle. Moi, je la trouve assez sans sas. Depuis que je la connais, et je la connais depuis longtemps, elle a toujours le smile. Et pour quelqu'un comme moi qui oscille tous les jours entre la dépression en mode dépôt de bilan et le web bof moyen, Audrey Hakoun, c'est un mystère, vraiment. Alors oui, on vit une époque de merde. Enfin, moi, c'est mon avis, hein. Les guerres, la violence, la montée des extrémismes. On nous a rajouté un petit dernier, le Covid. Tout ça aurait été suffisant, mais non. Quand on croise des filles comme Audrey, notre mauvais esprit nous souffle un petit air du genre « mais impossible qu'elle aille aussi bien, elle doit cacher un truc, cette meuf ». Alors, je l'avoue, Audrey, c'est vrai, tu es mon amie, mais la bonne humeur que tu développes m'interpelle, m'intrigue, me rend circonspecte et, disons-le parfois, me fout le cafard. Paradoxalement, j'ai tout lu pour être de bonne humeur. Je prends des bonnes résolutions, je me fixe des objectifs, j'essaie de faire du yoga, j'essaie de faire des petites listes, j'essaie de faire la liste de ce qui va bien dans ma vie et puis patatras, au bout de quelques heures, quelques jours, tout s'écroule. Le dimanche soir particulièrement, j'ai la loose, une loose phénoménale. Je pense que ça doit venir de l'enfance, de l'adolescence. Vous savez, cette fin de semaine qui sonne le glas d'un week-end où finalement on n'a rien fait. Il y a Anne Sinclair en fond sonore qui pose des questions très chiantes à un mec très chiant. On ne comprend pas du tout pourquoi il faut se taire. Mais nos parents me disent « Ah là là, mais tais-toi, je suis en train d'écouter. » Le lendemain, il y a le contrôle de maths. Pas révisé, mais de toutes les façons, tu vas te planter. Voilà, donc conclusion, j'ai 44 ans. Tous les dimanches, j'ai cette sensation. Elle dure 55 secondes ou elle dure 55 minutes, ça dépend. J'ai rien contre la psychologie positive. Le seul problème, c'est que dans psychologie positive, il y a positive. Et moi, j'ai plein de qualités, mais je suis quand même pas du tout une fille positive. J'ai beaucoup de mal avec le positif. Je ne suis pas la seule. Alors, Audrey, en première question, rassurez-moi. Est-ce que certains dimanches soirs, vous avez quand même un peu la loose parfois? Ah bah pas que le dimanche soir, si ça peut vous rassurer. Mais moi, je crois que je suis devenue psy parce que j'étais une grande angoissée. Donc, je me suis dit que quitte à travailler sur moi et à payer très cher, je pense que j'ai payé en un peu plus de 20 ans en psy et thérapie en tout genre. Avec tout ce que j'ai payé, j'aurais pu m'acheter une résidence principale, une résidence secondaire et un jet privé. Donc, je me suis dit que quitte à avoir autant travaillé et autant investi sur moi pour essayer de résoudre mes angoisses, j'allais peut-être en faire un métier. Ça pourrait être Mais ce n'était pas du tout prévu à la base, parce que j'ai lu que vous avez fait des études de droit notarial en plus, donc on est loin de la brigade du kiff quand même. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se réveille, on se dit, bon, alors l'article 22, alinéa machin, c'est pas pour moi. Ben justement, on en revient à l'article 22. L'article 22, chacun fait ce qu'il veut. Oui, chacun fait ce qu'il veut, l'article 22, très important. Et en fait, comment ça arrive, ça, c'est que moi, je suis le pur produit de cette éducation à la performance. Tu seras médecin ou tu seras avocat. Je n'avais pas trop le choix, en fait. Alors, j'ai fait une petite variante, notaire. Mais bon, c'est pareil. C'est tout pareil. Et je ne m'étais pas trop posé les questions. Moi, j'étais le bon petit soldat. J'ai fait tout ce qu'on m'a dit. Et puis, avec mon diplôme en poche et une proposition d'installation, je me suis effondrée. Genre passer le moment où j'étais hyper honorée qu'on me propose de m'associer, peut-être 2 jours après, j'ai pas pu poser le pied par terre et j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out, enfin une dépression même, qui a duré plusieurs mois. J'avais 3 enfants en bas âge, enfin moi j'avais tout fait, j'avais fait les études, les gosses en même temps, accouché dans des amphis, genre Wonder Woman, et en fait je me suis effondrée, ça a duré longtemps, et c'est là que je me suis posé les vraies questions et que je suis revenue...
enfin, que je me suis demandé ce que je voulais vraiment, quoi, d'arrêter de faire plaisir à tout le monde et moi, qui j'étais et ce que je voulais. Et c'est pour ça que du coup, je me suis orientée vers la psychologie, puisque c'était le meilleur moyen de savoir déjà qui j'étais et ce que je voulais. Et je ne regrette pas un seul instant. Il y a encore des gens aujourd'hui qui me disent « Mais t'es sûre quand même, t'as lâché un métier où t'aurais pu gagner beaucoup d'argent ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, même si je gagne très bien ma vie, mais moins qu'un notaire, je pense. Et non, je ne regrette pas une seule seconde parce que je suis juste moi. Donc, pour répondre à votre question initiale, le dimanche soir, j'ai aussi la loose, ça m'arrive, mais j'ai peut-être des techniques et des ressorts pour aller trouver des ressources en moi pour que la loose ne dure pas trop longtemps. La loose, elle est inévitable. Après, qu'est-ce qu'on fait voilà, qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est la psychologie positive, c'est pas le monde des bisounours, c'est pas se dire le monde s'écroule autour de moi, mais moi je me persuade que tout va bien. La psychologie positive, c'est un travail sur soi pour aller chercher des ressources qu'on a tous en nous et qui nous permettent d'affronter les moments de loose, d'affronter les traumas, d'affronter les situations difficiles. Alors justement, utiliser tout ce qu'on a en nous, c'est aussi utiliser l'éducation qu'on a reçue. Alors je vais parler je vais te tutoyer parce que je vais pas réussir à te tutoyer. Je connais pas ton enfance, mais je connais la mienne. Et c'est vrai que grandir dans un milieu séfarade où la psychologie, et qu'on est heureux le matin, on avance, soi n'est pas un sujet. Comment est-ce qu'on fait pour se déverrouiller de tout ça, pour, quelle que soit l'éducation qu'on a reçue, s'intéresser enfin à soi. Moi, j'ai grandi dans une famille très aimante, mais où, voilà, à 40 ans, j'ai dit à ma mère, je ne suis pas heureuse. Elle m'a regardée, elle m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette question? On ne se lève pas le matin en se demandant si on est heureuse. Et en fait, c'est une question que je me posais assez régulièrement. Et comment on fait pour se débarrasser de son enfance, où nos parents ont eu leurs exigences, ont eu leur façon de vivre, et comment on fait pour faire de soi un sujet? Alors déjà, on ne se débarrasse pas de son enfance, parce qu'on ne se débarrasse jamais de son enfance, et c'est même pas souhaitable. Mais par contre, on peut faire le tri, et faire le tri en tant qu'adulte, et regarder son enfance, regarder l'éducation qu'on a eue, et se dire, ok, dans l'éducation que j'ai eue, il y a des choses qui, encore aujourd'hui, qui m'ont construite et qui sont bonnes pour moi, et que j'ai envie de continuer, et que j'ai même envie de transmettre à mes enfants. Mais il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour moi, qui ne me font pas du bien. Genre moi, par exemple, mon enfance, donc j'ai eu énormément d'amour, énormément de... Je pense que ce qui m'a aidée, c'est que je viens quand même d'une famille, alors à la fois d'Ashkénaze et de séfarade, donc j'avais les deux. J'avais le bon terreau d'angoisse et d'anxiété et d'angoisse de mort, et la joie de vivre et l'insouciance de l'autre côté. Et donc d'un côté, j'ai eu ce truc de la science du kiff un petit peu pluguée dans le biberon dès le départ, où on s'arrêtait, enfin mon père n'arrêtait pas de dire tout le temps, c'est la meilleure heure. Et moi, j'adorais ce truc-là parce qu'il y avait ce truc de s'arrêter dans la journée, de prendre conscience de ce qui était chouette, qu'on était en train de vivre quelque chose de bon. Et puis après, le côté quand même négatif, enfin, moi, ce que je retiens quand même et qui fait partie, enfin, quand je vois mes co-religionnaires, voilà, mes amis autour de moi, on a quand même été élevés avec la culpabilité, une éducation à la culpabilité que je rencontre chez beaucoup de personnes. Et cette culpabilité... C'est très juif, c'est très juif ça? Oui, alors c'est très judéo-chrétien, la culpabilité. Donc, chez les chrétiens, moi j'ai des patients de toutes les religions, donc chez les chrétiens aussi, il y a la culpabilité. Mais alors, je pense que chez les juifs, on est les champions du monde de la culpabilité, vraiment, et du chantage affectif surtout. Parce que la culpabilité, c'est une chose. Le chantage affectif, c'est l'arme de la culpabilité ou de la culpabilisation. Et comme il y a un très gros affect, souvent, dans la majorité des cas, on est vraiment lié par de l'affect et par des émotions qui sont parfois même extrêmes, et bien ce chantage affectif crée le lit de cette culpabilité qu'après on se traîne toute notre vie et on a toujours l'impression de ne pas être assez, de ne pas faire assez, de ne pas satisfaire, de ne pas rendre fier, de décevoir, et finalement ça nous dirige. Et il y a un moment donné, souvent, c'est la vie en fait qui se charge de nous envoyer les messages de quand est-ce que c'est le bon moment pour se poser sur soi et pour commencer à écrire sa vie en fonction de ses propres désirs et de ses désirs profonds. Soit c'est le corps parce qu'on tombe malade, soit on fait une dépression, soit on commence à avoir des symptômes dans tous les sens, soit on divorce, soit on se fait licencier. Mais vous voyez, c'est les ruptures de vie
et les difficultés qui font qu'à un moment donné, on va avoir cet instinct-là, ou alors on ne l'a pas, et dans ce cas-là, malheureusement, ça ne se termine pas très très bien. Mais si on l'a, à un moment, on va se dire, je vais employer un gros mot, mais fuck, ça y est, quoi, c'est bon, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit, je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureuse, il me manque peut-être quelque chose, tout n'est pas à jeter, mais j'ai peut-être envie de mieux, envie de différent, ou envie de revoir certaines croyances aussi. Et c'est vrai que dans notre éducation, dans les croyances, il y a des choses qui viennent de l'éducation et qui peuvent être très très chouettes, et il y a des préceptes, il y a des croyances qui peuvent être, ou des injonctions aussi, qui peuvent être très limitantes pour nous si on ne s'y retrouve pas, mais on se sent obligé de le faire, que ce soit le choix d'un travail, que ce soit le choix de la pratique religieuse, enfin la pratique religieuse que pendant des années on ne remet peut-être pas en question, mais on ne sait même pas si ça nous correspond vraiment, que ce soit le choix d'un conjoint, enfin ce n'est pas les sujets qui manquent, et à un moment donné, c'est quand on commence à sentir le hiatus ou à sentir trop de conflits à l'intérieur de nous-mêmes que là, il faut commencer à se poser la question, et quitte à faire de la peine, quitte à décevoir, mais c'est le seul moyen finalement de devenir authentique et d'avancer en tant qu'adulte. Et c'est vrai que je trouve que dans notre éducation juive, on est maintenu dans une posture d'enfant très, 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 très longtemps, je dirais beaucoup trop longtemps même. L'enfant de nos parents, c'est-à-dire que l'enfant de nos parents. Même Ouais. quand Et on même est quand adulte, on devient le parent de nos enfants, enfants, on reste l'enfant. Alors on reste toujours l'enfant de nos parents, et c'est très bien. Mais, mais dans cette notion d'enfant de nos parents chez les Juifs, il y a infantilisation aussi, comme si on n'était pas maître de nos choix de vie, comme si on devait soit réparer une histoire, soit prolonger et poursuivre une histoire et une lignée, et comme si le chemin, il y avait un chemin comme ça, et qu'on n'avait pas trop le droit de mettre ni un pied à droite, ni un pied à gauche. Et sauf que pour certains, ça leur correspond très bien, et tant mieux. Moi c'est ce que je dis toujours, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de recette du bonheur. Non, la recette du bonheur, c'est déjà la sienne, c'est si on est heureux, on continue comme ça. En revanche, si on commence à sentir que voilà, ça fait des tensions, alors là, il faut aller explorer, et là, il faut travailler sur soi pour couper les fils de culpabilité, pour se libérer aussi, pour retrouver, pour redevenir aussi acteur de sa vie, acteur de ses choix, et prendre sa place. Et c'est aussi une question de place. Aujourd'hui, on parle beaucoup de contribution au monde, de comment, et les gens se posent la question. Et avec le Covid d'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai vu là depuis, on y reviendra certainement sur le Covid, mais avec le Covid, il y a énormément de gens qui se sont retrouvés confrontés au sens de la vie. Quel est le sens de ma vie? Quelle est ma raison de me lever le matin? Est-ce que le boulot que je fais, finalement, c'est vraiment un boulot qui m'épanouit? Est-ce que c'est un boulot où j'utilise mes talents? Est-ce que j'ai l'impression d'être utile au monde, ou d'être utile à ma communauté, à ma famille et tout ça? Donc, il y a vraiment cette recherche de sens encore plus qu'avant. Et donc, cette recherche de sens-là, c'est le fait de devenir adulte. C'est ça, c'est quelle place je prends dans le monde, et de quelle manière je vais pouvoir contribuer au monde en tant que moi. Et pour faire ça, il faut se libérer. D'accord, mais alors en tant que moi, il y a quelques jours, on recevait pour la première masterclass Johan Sfar, qui disait dans une interview que quand il écrivait, il avait l'impression d'avoir toute sa famille sur les épaules. Et c'est vrai que c'est un phénomène quand même très juif, on ne sort pas de nulle part. Je vais vous raconter une petite histoire, je ne vais pas citer son prénom, mais j'ai un copain qui est médecin. Et récemment, il a dit à ses parents, moi, je suis devenu médecin parce que toi, tu es médecin. Il a dit à son père, toi, tu es médecin et ton père était médecin. Et son père lui a dit, mais moi, je t'ai jamais demandé de devenir médecin. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a intégré, nous, en tant que juifs, une espèce de posture d'héritage. Le peuple juif a finalement tellement souffert, et même dans la pratique. Tu disais, à un moment donné, on se demande si on pratique ou pas. Moi, j'ai toujours beaucoup de culpabilité à ne pas pratiquer, parce que je me dis, mais si je ne pratique pas, il va rester quoi? Mes grands-parents se sont battus pour ça, mes arrière-grands-parents, en plus, le fait de faire la même chose, Woody Allen dit que la tradition, c'est l'illusion de la permanence. J'adore l'idée de faire ce que mon grand-père faisait, et ce que lui-même faisait, et ses grands-parents faisaient. Donc, comment est-ce qu'on fait pour rester un juif un peu aligné par rapport à son histoire, si on a envie, et se trouver soi-même? Est-ce que ça se fait toujours dans la douleur ou pas?
Pas forcément, parce que j'entends ce que tu dis. Et moi-même, j'ai été, voilà, j'ai tout testé, hein, donc j'ai été aux prises avec ces questionnements-là. Mais par exemple, tu vois, en psychologie positive, on dit que le rituel, la ritualisation est très très importante et c'est un des socles et un des leviers d'épanouissement personnel, parce que ça permet quoi? C'est un truc de chimie dans le cerveau. C'est que la ritualisation, se donner des rendez-vous comme ça ou répéter des actes en conscience permet d'augmenter la sérotonine, qui est une des hormones du bien-être et du bonheur. Et tu vois, par exemple, la question des brachot. Les brachot, quand tu manges, avant de boire, toutes les c'est pas ce qui manque, hein, les brachot dans notre religion, on en a beaucoup. Oui, c'est ça. Il y a deux manières de faire une bracha. Tu peux faire une bracha parce qu'on te l'a enseigné et qu'on t'a dit qu'il fallait le faire et que tu le fais et c'est devenu automatique et tu es en pilote automatique et avant de manger, tu fais ça depuis tout petit et tu répètes quelque chose comme ça et tu fais ta bracha. Et il y a une autre manière de faire la bracha qui est que tu prends le temps, avant de manger, d'avoir vraiment conscience de remercier et d'exprimer de la gratitude. Et c'est pas qu'avant de manger, c'est pas qu'avant de boire quelque chose, c'est cette question de la gratitude et d'instaurer un rituel de gratitude, de prendre le temps, de prendre conscience de tous les bienfaits qui viennent de l'extérieur. Après, on peut être juif et ne pas croire en Dieu. Donc, même si on ne croit pas en Dieu, et a fortiori si on y croit, c'est d'arrêter de sortir du pilote automatique où je fais les choses automatiquement parce que je sais qu'il faut les faire et que ça me fait flipper de ne pas les faire, tu vois, et au contraire de faire les choses en conscience et de prendre conscience de tous les bienfaits qui viennent de l'extérieur, que ce soit les gens, que ce soit le soleil, la nature, n'importe quoi, d'en prendre conscience et de remercier. La bénédiction, c'est ça, c'est je prends conscience et j'ai cette émotion-là de me dire quelle chance, quel miracle, merci, merci beaucoup. Et ça, c'est un super beau rituel. Et ça, je pense, et ça nous vient vraiment directement du judaïsme. C'est le judaïsme. Alors, on retrouve des bénédictions, par exemple, chez les bouddhistes, chez les tibétains, chez les hindouistes, donc, mais qui sont aussi des religions ou des philosophies de vie qui sont vraiment très anciennes et très archaïques, comme le judaïsme. Mais dans les religions monothéistes, c'est le judaïsme qui a installé cette question de la bénédiction, de se dire, de ne pas prendre les choses pour acquis, de se dire que la vie déjà, c'est un miracle, que quand on se lève le matin et qu'on ouvre les yeux le matin et qu'on a notre corps qui bouge, qu'on est capable de se lever, qu'on respire et qu'on peut voir la beauté du monde à l'extérieur, rien que ça, déjà, on devrait commencer par un merci. Et ça, c'est le judaïsme, ça vient du judaïsme, ça. Et je pense que cette aptitude naturelle qu'on a et qui nous vient par l'appartenance à ce peuple et à cette histoire-là, qui en plus a souffert, c'est cette capacité, en dépit des difficultés, en dépit des malheurs, en dépit de tout ça, de continuer à ne pas prendre les choses pour acquises, à célébrer la vie et à voir la beauté des choses, à voir la beauté du monde, à voir l'horreur du monde, mais aussi à voir toute sa beauté. Et ça vient du judaïsme. Et ça vient de notre éducation. On peut l'avoir dans notre éducation. Mais ça demande un petit effort. Et c'est un des piliers de l'entraînement au bonheur, j'ai envie de dire. La gratitude, ça démarre par là. Tu disais tout à l'heure que tu es le pur produit d'un mariage séfarade ashkénaze. Est-ce qu'on n'est pas dans le cliché quand on dit que les ashkénazes sont pessimistes, que les séfarades sont outrageusement optimistes? Moi, j'ai interviewé énormément de rescapés de la Shoah. J'ai énormément d'amis qui sont issus de ces familles-là. Et il y a quand même très peu de gens qui ont été rescapés de la Shoah ou enfants cachés, qui ont vrillé après la guerre. Ils sont rentrés dans une espèce de chemin avec des réussites formidables. La clé de leur succès, c'est quoi? C'est d'avoir mis sous le boisseau tout ce qu'ils avaient vécu, ou de s'être dit finalement, la vie, elle prime, on avance. Enfin, est-ce que finalement les Ashkénazes ne sont pas si pessimistes qu'on a bien envie de le croire? Sincèrement, parce qu'après on peut sortir des clichés et je pense qu'il faut sortir des clichés. Moi, je connais autant de séfarades aussi plombants que ce qu'on pourrait attendre d'un ashkénaze, donc et aussi angoissés avec des grosses angoisses. Donc pour moi, il n'y a pas d'ashkénaze, il n'y a pas il y a pas ce clivage-là en tout cas et cette différence-là. En revanche, ce que tu dis et c'est très juste. Moi, je pense que une des plus grosses claques que je me suis prise dans ma vie, mais voilà, c'est d'avoir lu les récits de Viktor Frankl.
Viktor Frankl, psychiatre, qui a été donc interné à Auschwitz, qui arrive à Auschwitz avec sa femme et sa fille qui sont zigouillées dès l'arrivée, et il le sait, et qui lui, ils l'ont gardé parce qu'il était utile, il était médecin. Donc il a été rescapé d'Auschwitz, et quand il a commencé, et après il a repris son métier de psychiatre alors qu'il a perdu tout le monde et qu'il a vécu des horreurs comme les autres. Et il reprend son métier de psychiatre, il commence à écrire des livres, et un jour on l'interviewe, on lui dit mais est-ce que vous ressentez de la haine? Est-ce que vous ressentiez de la haine contre les nazis et contre vos bourreaux pendant que vous étiez interné? Et il dit non. Non, parce que j'ai fait le choix. La seule liberté d'un homme quand il est privé de liberté, c'est la liberté de penser, de ce qu'il pense, et la liberté de ce qu'il ressent. Et je ne voulais pas leur laisser le pouvoir de me faire ressentir des émotions que je n'aime pas. Je n'aime pas ressentir de la colère, je n'aime pas ressentir la haine. Ce n'est pas moi. Et je choisis de ne pas ressentir ça. Et c'est ça qu'il y a dans cette notion de résilience aussi. On entend beaucoup parler de la résilience. Donc pour ceux qui ne connaissent pas exactement la définition même de la résilience, je vous la donne parce que c'est très joli comme métaphore. La résilience, c'est d'abord un thème métallurgique. Et c'est la capacité des métaux, une fois qu'ils ont été déformés, à reprendre leur forme initiale, pas tout à fait la même, mais à reprendre une forme fonctionnelle qui leur permet de fonctionner. Et c'est Boris Cyrulnik qui décrit très bien cette notion de résilience. La notion de résilience psychologique chez l'être humain, c'est que malgré les traumatismes, malgré les blessures, malgré les difficultés qu'on rencontre, qui nous blessent, qui peuvent nous abîmer, psychologiquement et même physiquement, nous avons, êtres humains, cette capacité de nous continuer à nous développer, d'aller trouver des ressources en nous et cet instinct de survie qui fait qu'on va pouvoir continuer à vivre, on va même pouvoir recommencer à rire, à s'amuser, à se réjouir, alors même qu'on a vécu quelque chose de terrible, et de choisir. Et c'est un choix. Et je trouve que ce que Viktor Frankl dit, de dire que c'est un choix, c'est magnifique. C'est magnifique parce que ça ouvre la porte à beaucoup d'espoir pour les gens qui vivent vraiment des douleurs et des souffrances. Des gens, vous savez, on en vient aussi à cette notion de pardon. Moi, je rencontre énormément de gens qui viennent me voir pour travailler avec moi parce qu'ils ne vont pas bien. Et quand on commence à travailler sur qu'est-ce qui les bloque pour avancer, pour être plus heureux, pour être plus léger, pour, je sais pas, développer un projet, quel qu'il soit, peu importe, on se rend compte qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas pardonnées, qu'il y a des choses qui bloquent, qu'il y a encore des sentiments de colère, de haine par rapport à des choses qu'on leur a fait et qu'ils ont subies. Et cette question du pardon, elle est primordiale et je pense qu'elle est vraiment, dans le judaïsme, je pense qu'elle est centrale, même la question du pardon. Et puis en plus, on nous le rappelle tous les ans. Il faut demander Mechila. Un jour par an, on nous le rappelle. Mais cette question du pardon, si on en vient à l'étymologie du mot pardonner, du verbe pardonner, pardonner, ça veut dire donner par-dessus. Donc, ça veut dire rendre. Et rendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi que tu m'aies fait, aussi douloureux soit-il, je comprends que si tu as agi comme ça, c'est parce que tu as toi-même tes casseroles, tes blessures, tes problèmes, tes névroses, tes angoisses, tes machins et tout ça, et que hop, c'est tombé sur moi. Et je décide de faire le tri, de te rendre ta merde, de te rendre tes casseroles, de te rendre tes trucs, de te rendre ta mère, ta belle-mère, ta famille, ton machin et tout ça. Parce que je n'en veux plus, parce que moi, ça me pourrit ma vie aujourd'hui. Alors peut-être que je continuerai plus à te fréquenter, mais par contre, je te pardonne parce que je comprends que tu es un être humain qui a agi peut-être comme ça parce que lui-même est abîmé. Et moi, je prends la responsabilité de mon bonheur et de mon bien-être pour continuer à avancer. Et ça, je pense que quand les gens comprennent ce truc-là, de dire qu'on est responsable, on n'est pas coupable de ce que les autres peuvent nous infliger, on n'est pas coupable de ce qui peut nous arriver. En revanche, on est responsable de la manière dont on va réagir. Et quand on vit des choses douloureuses, on a le droit d'être malheureux, on a le droit de souffrir, on a le droit de pleurer, on a le droit de rester en mode maki-sushi, enroulé dans son lit pendant plusieurs jours et de la loose, comme tu disais, ou comme un monsieur disait, je crois, le blues. Enfin, en tout cas, on a le droit, à un moment donné, d'être au fond du sac. OK ? Et à un moment, on va avoir ce sursaut-là où on peut prendre la responsabilité de dire « Ok, bah alors soit je me suicide tout de suite parce que je ne vois pas d'issue, ce que je ne conseille pas du tout,
et ce que je ne souhaite pas du tout, soit sinon, je vais me libérer de choses et je vais aller vers ce qui est bon pour moi. Et ce qui est bon pour soi, il n'y a pas de recette magique. Alors si, il y a quelques petites recettes quand même. Enfin, il y a quelques petites choses à faire. Ce qui est bon pour soi, c'est déjà de se connecter à ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous met en joie. Alors si c'est danser, bah, ça sera danser. Si c'est voilà, écouter de la musique, ça va être écouter de la musique. Peu importe, si c'est faire un métier qui nous plaît, c'est un métier qui nous plaît, mais ça va être déjà de se connecter à ça. Ça va être prendre soin de son corps. Moi, je trouve que les gens ne prennent pas du tout assez soin de leur corps, et c'est pas une question de faire le Miracle Morning forcément avec je fais ma méditation, je fais mon yoga. Il y a une injonction là en ce moment de il faut faire le yoga, il faut faire la méditation, il faut manger vegan, il faut pas manger de gluten. C'est trop... Mais ce que tu nous expliques, c'est qu'à un moment donné, il faut reconnecter aussi l'esprit au corps, quoi. C'est qu'on ne peut pas non plus passer son temps à réfléchir sans que le corps bouge. Exactement. Et c'est bien tu vois, quand on parlait de Woody Allen, c'est la caricature justement de cet aspect de la psychologie et de la psychanalyse qui est, et toute la psychanalyse n'est pas comme ça, mais si on est dans les films de Woody Allen, qui est vraiment très intellectuel, où on tourne cérébral, uniquement cérébral et absolument pas corporel. Et intellectuel. C'est bien, et c'est bien pour de la connaissance de soi, c'est bien pour trouver sa place, pour s'individuer, comme on dit, pour devenir un sujet, tu vois. Le problème, c'est que si ça ne permet pas, s'il n'y a pas la connexion avec le corps et donc avec les émotions, ça reste bloqué dans la tête. Et en fait, toutes les blessures émotionnelles restent bloquées dans le corps. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent « Pourtant, j'ai vachement bien compris. Hein. Je sais que je devrais faire ci, je sais que je devrais machin, je sais, mais en fait, j'y arrive pas et je suis toujours mal. » Et moi, je leur dis « Ok, c'est normal. » C'est parce qu'en fait, les deux ne sont pas connectés. Et pour connecter les choses, bah, comment on fait? C'est de revenir déjà à son corps, donc déjà de le mettre en mouvement, et pas forcément du sport, mais déjà de bouger, de marcher. Et ça va être de travailler l'émotionnel. Et pour travailler l'émotionnel, il y a plein de choses. En effet, il y a de la méditation, mais il y a de la sophrologie, de l'hypnose, il y a des massages, de passer par le corps, vraiment. Aujourd'hui, on a cette chance-là. On a accès à vraiment plein de thérapies différentes, j'aime pas le mot méthode, mais plein d'approches différentes qui nous permettent de travailler sur nous pour mieux nous connaître et qui nous permettent de nous libérer émotionnellement de tout ce qui nous englue dans notre vie aujourd'hui, si on n'est pas heureux. Après, si on est heureux, continuez comme ça, c'est très bien. Alors, avec le Covid, on a vu qu'il y a des chiffres ahurissants. Je lis des chiffres qui font très peur sur le nombre de Français qui basculent dans la psychiatrie, le nombre de Français qui se mettent à prendre des cachets, des antidépresseurs. Est-ce que finalement, le constat aujourd'hui d'une partie de la population qui a dévissé avec le Covid, elle n'est pas le symptôme d'une société qui allait mal, que ce soit en France ou ailleurs d'ailleurs? Alors, oui et oui. Enfin, oui et oui, les deux en fait. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait une personne sur 4 là, qui aille très mal et on voit qu'il y a même un accroissement vraiment des états dépressifs, voire des pensées… À tous les âges d'ailleurs. À tous les âges et tous les niveaux socio-économiques confondus. Ça, c'est pour le coup, c'est contextuel. C'est lié au fait qu'on n'a pas de visibilité, qu'on ne sait pas quand ça va s'arrêter, cette histoire, qu'on a des angoisses. Il y a des gens quand même qui ont aussi l'angoisse de choper le Covid, d'être malade, de mourir. Donc, ça vient réveiller des pulsions et des angoisses de mort. C'est l'inconnu. Ça nous change tout notre mode de vie et donc tous nos repères. Et il y a des gens qui sont plus adaptables que d'autres, mais de toute façon, même quand on est adaptable, c'est difficile quand même de plus avoir ces repères. La question de l'enfermement aussi, des restrictions des libertés individuelles, c'est un petit peu compliqué. Le rapport au travail, on perd aussi le cercle social, la vie sociale, ou en tout cas, elle est beaucoup plus restreinte, sachant qu'un des vecteurs d'épanouissement de l'être humain, c'est quand même la qualité des relations qu'il entretient avec les autres, que ce soit dans son travail, dans sa famille, dans ses amis. Si on touche à ça, on enlève déjà un pan de développement. Donc ça, c'est contextuel. Et après, ce que ce Covid et ce que cette contrainte sanitaire révèle, c'est que oui, en effet, on était dans une société, en tout cas, qui n'allait pas très bien, où il y avait
de toute façon, déjà avant, énormément de pression. Les gens se mettaient énormément de pression par rapport à la performance, par rapport au travail, par rapport à l'argent, par rapport à être une bonne mère, un bon père, s'occuper des gosses, enfin voilà, faire tout ce qu'il faut, la charge mentale, enfin tout ce qu'on avait, avec une perte de sens. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que du jour au lendemain, avec cette situation disruptive, quand le premier confinement, on s'est retrouvés chez nous, avec du télétravail pour certains, avec pas de boulot pour d'autres, en chômage technique. Et il y a la question de se dire de l'incertitude et tout ça, et on se dit là, mais ok, tout ce que j'ai construit, que je pensais être dans le vrai et dans le truc, à quoi bon? À quoi ça sert en fait? À quoi ça sert d'aller bosser si de toute façon, voilà, il y a des situations comme ça, ou si de toute façon, je ne peux plus aller bosser? À quoi ça sert d'aller me faire suer et de faire tout bien comme il faut et de me mettre la pression et de machin et tout ça? De toute façon, si je gagne de l'argent, je peux même plus aller le dépenser pour aller voyager, pour aller acheter. D'ailleurs, il n'y a pas eu de vente de voiture quasiment depuis un an. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est assez significatif, même par rapport au mode de consommation. Donc, on se rend compte même que consommer, ça nous fait même plus kiffer. Et ça, une majorité de gens le disent. Au départ, il y a eu un peu une... Est-ce que c'est pas une chance? Est-ce que finalement, c'est pas une chance? Alors moi, c'est ce que je pensais. Alors, sincèrement, pourtant, tu me connais, je suis très, très optimiste. Et en fait, là, je suis un peu désillusionnée sur ce coup-là. Je pensais sincèrement, quand il y a eu le premier confinement, je me suis dit, ah, peut-être que enfin, là, les gens vont revoir et qu'on va revoir de manière collective leur sens des priorités. Le sens des priorités, on va se rendre compte que finalement, ça ne vaut pas le coup de se mettre la pression comme ça, que la famille, on peut vivre autre chose avec nos enfants, que si on n'a pas d'enfants, eh bien, on peut vivre autre chose à l'intérieur de soi-même, découvrir des choses, se mettre à la culture, peu importe, ok, qu'on allait peut-être moins consommer, qu'on allait consommer de manière plus raisonnable et tout ça. Et puis, il y a eu un phénomène où je me suis dit, bon, bah alors, ce ne sera peut-être pas pour cette fois-là, c'est que la Chine a été déconfinée, je parle du premier confinement, la Chine a été déconfinée en premier, avant nous. Et il y a eu un phénomène qui a fait que dès le jour du déconfinement en Chine, il y avait des queues de plusieurs heures devant le magasin Hermès. Et là, je me suis dit, et quand il y a eu le déconfinement en France, il y a eu des queues de plusieurs heures dès le premier jour du déconfinement devant chez Zara. Et là, je me suis dit, bon, bah, c'est pas pour tout de suite alors. Je pense qu'on n'a pas pris les enseignements, ou en tout cas l'opportunité peut-être. Et moi, j'adore aussi les fringues, j'adore, et je suis militantiste de rien en plus, et je suis extrême de rien. Je suis toujours très modérée. Mais là, je me dis, il y avait peut-être une chance de revoir les choses, et peut-être de consommer différemment, peut-être surtout de se calmer, de se calmer. Et en fait, c'est pas du tout ce qui se passe. Et moi, ce qui m'inquiète, même de la part des entreprises, c'est que ce leurre du télétravail, où finalement on s'est rendu compte qu'on pouvait télétravailler et être travailler de chez nous, et moi je trouve ça génial. Moi, ce que je rencontre, alors moi je suis toute seule, je suis indépendante, donc moi je trouve ça génial, vraiment. Ce que je vois autour de moi, c'est que mes copines qui sont en télétravail, elles bossent encore beaucoup plus que quand elles étaient en présentiel, et en plus elles doivent s'occuper des gosses, et en plus elles doivent s'occuper de la maison, donc je suis pas sûre qu'on ait fait un progrès de ce côté-là avec le télétravail, mais donc je ne sais pas ce que ça va donner. La seule chose que j'espère en tout cas, c'est que quand même ça nous donne l'envie justement de travailler la question du sens de notre vie, de travailler la question de la contribution, de quelle manière on a peut-être envie de contribuer. Moi, j'ai beaucoup de gens, là, depuis le premier confinement, qui viennent travailler avec moi sur trouver leur ikigai. Donc, c'est un terme japonais. Est-ce que tu es sursollicitée depuis le Covid? Ouais. Oui, parce qu'il y a vraiment cette perte de sens et cette quête de sens, du coup, et cette quête de mieux-être, de se dire, OK, maintenant, la situation, elle est telle qu'on est. Dans cette situation difficile, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas sombrer, et qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux, et qu'est-ce que je peux faire pour peut-être préparer la suite. Énormément de gens qui se posent la question de la reconversion professionnelle, ou même s'ils restent dans le même métier, de changer de boîte parce qu'ils se rendent compte que la boîte où ils sont, ça ne correspond pas à leurs valeurs, et qu'ils ont envie d'aller vers quelque chose qui leur correspond plus. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même une quête, que ça nous a amené à une quête d'authenticité et de retour vers nous-mêmes quand même. Et ça, c'est plutôt réjouissant, je trouve.
Donc c'est voilà, un peu d'optimisme. Je ne suis pas sûre qu'on change complètement voilà, tout le système, mais je vois qu'il y a des élans et qu'il y a des besoins de se faire du bien, de prendre soin de soi. Et moi, c'est un peu mon credo en plus. Je dis toujours prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres. On ne peut pas être utile aux autres si soi-même on va pas bien. C'est un principe de base. Et donc, j'invite les gens à aller sur cette voie-là. Je trouve que l'époque, alors on a parlé du Covid, mais il y a aussi un phénomène dans l'époque, c'est qu'il y a un vrai phénomène d'affirmation de soi. Enfin, je trouve que on lance des hashtags. Enfin, j'ai 44 ans, par exemple. Il y a 20 ans, je n'avais aucune copine à moi qui disait officiellement « je ne veux pas d'enfant ». Enfin, ça ne se disait pas. Il y a 20 ans, c'était socialement ce qui n'est pas accepté. J'ai appris très récemment qu'une amie à moi nous avait fait croire qu'en fait, elle avait des problèmes de stérilité, alors qu'en fait, elle ne voulait pas d'enfant, et son mari non plus. Donc nous, on était hyper... moi, j'étais un peu saisie, parce que je me suis dit, attends, on te le souhaite tous les ans. Elle me dit, ouais, mais moi, je n'en veux pas, en fait. Est-ce que la libération de la parole aujourd'hui sur plein de thématiques, que ce soit le genre, que ce soit le fait de ne pas avoir d'enfant, que ce soit le fait de ne pas vouloir, par exemple, partager sa vie avec quelqu'un, est-ce que tout ça, ça favorise quand même l'affirmation de soi, le fait de se trouver et d'être aligné? Moi, je trouve ça toujours génial et toujours réjouissant quand les gens font un coming out pas militantiste, forcément, pas par provocation. Je n'aime pas du tout ce principe de provoquer les gens et d'affirmer des choses qui mettent mal à l'aise les autres juste pour les mettre mal à l'aise. C'est ça. Mais en revanche, que quelqu'un se dévoile, ose se dévoiler et a assez de force et assez de confiance pour dire non mais écoutez, c'est bon, maintenant voilà, je vais me montrer telle que je suis. Et je suis en train de terminer un roman et dans mon roman, là, l'héroïne voilà, est en rupture de vie et se retrouve chez ses parents. Et elle dit à son père, faut que je te dise un truc, je mange du cochon. Et son père juif, bien sûr. Elle dit, faut que je te dise un truc, je mange du cochon. Elle faisait semblant et en fait, elle a 40 piges et ça fait peut-être 25 ans qu'elle fait croire à ses parents qu'elle mange cachère alors qu'en fait elle mange pas du tout cachère. C'est voilà, mon ex-mari, là pour le coup c'est pas mon roman, c'est la vraie vie, il ne m'en voudra pas de dire ça, mais mon ex-mari, il a fallu attendre qu'on divorce et donc comme il était très malheureux suite au divorce, donc il avait plus rien à prouver à personne et pas à sa famille, il a avoué à ses parents qu'en fait il fumait, il avait 40 ans et ses parents ne savaient pas qu'il fumait parce qu'il se cachait de ses parents. Donc je trouve ça réjouissant que notre génération aujourd'hui, même si on a attendu d'avoir 40 ans, 50 ans, et donc du coup que les plus jeunes là, et cette confiance, qu'on leur ait donné aussi cette confiance. Nous aussi en tant que parents, moi je vois mes enfants, ils ont une liberté de parole. Après, ils font pas tout et n'importe quoi, il y a toujours eu des règles, mais ils ont cette liberté d'affirmer qui ils sont et d'affirmer qui ils sont sans que ça soit non plus gravé dans le marbre. C'est-à-dire cette possibilité aussi de se tester, de se chercher et de dire bah voilà, enfin moi j'ai une fille, un jour elle est végétarienne, le lendemain elle mange cachère, après elle mange plus cachère et elle teste et elle se cherche et elle cherche son identité, mais elle le dit et elle n'a pas honte de le dire et je trouve ça absolument génial. Juste d'être soi-même et de pouvoir le partager et de pouvoir le partager avec ses proches. Alors malheureusement tu as des familles et tu as des proches, voire même des amis qui sont pas ouverts et qui sont pas capables, enfin qui sont pas prêts. C'est pas que c'est des méchantes personnes, c'est que ils sont peut-être trop enfermés dans leur peur, parce que c'est des peurs, hein, souvent, hein, c'est toujours de la peur qu'il y a derrière. Derrière les meilleures intentions qui nous bousillent, il y a la peur des autres. C'est quelle peur? C'est la peur de se perdre? C'est la peur de perdre? C'est la peur de... oui, c'est la peur de l'échec. Par exemple, quand on est parent, on projette sur nos enfants nos angoisses et on ne se rend même pas compte que c'est peut-être pas bon pour eux non plus. Mais parce qu'on a peur pour eux, parce qu'on a peur qu'ils échouent, parce qu'on a peur qu'ils soient malheureux, parce qu'on a peur qu'ils ne soient pas aimés. Et de l'autre côté, bien souvent, nous, et pas en tant qu'enfant, en tant que conjoint, en tant qu'individu, on accepte des choses et des choses qui ne nous font pas du bien et on accepte peut-être d'être quelqu'un d'autre par peur de ne pas être aimé, par peur d'être rejeté, par peur d'être incompris, par peur... Et d'ailleurs, ceux qui sont un peu en marche, ceux qui sont... voilà, dans le lot, toutes les personnalités atypiques, et je le vois chez les enfants, hypersensibles, voilà, tous ceux qui sont atypiques et qui
sont un peu décalés, en décalage, ressentent cette culpabilité de ne pas être ce qu'on attend d'eux et ont peur de ne pas être acceptés, ont peur voilà, pour leur orientation sexuelle, pour leur orientation religieuse, leur pratique ou non, toutes ces choses-là. Et c'est vrai que cette peur-là, elle fait des dégâts des deux côtés. Et je trouve qu'aujourd'hui, un des gros challenges dans les familles, en tout cas, quels que soient les âges, même si on a 40 ans, même si on a 50 ans, c'est d'arriver soi-même déjà à dire qui on est et à se montrer tel qu'on est avec nos forces, nos faiblesses, et d'accepter que nos enfants puissent aussi tenter d'être qui ils ont envie d'être déjà et de s'essayer à être qui ils sont et de le dire. Et c'est pas grave, on peut le dire. Alors, tu le disais tout à l'heure, être heureux, ça s'apprend. Il y a des petites choses pour non pas voir tout en rose, mais essayer de faire le mieux possible avec ce qu'on a et finalement essayer d'être soi au mieux. Alors, je sais qu'on ne va pas tout résumer ce que tu as appris en 15 ans ou en 20 ans en quelques minutes, mais est-ce que tu pourrais nous donner 3 petits tips comme ça qui pourraient nous aider assez facilement au quotidien à du moins appréhender la situation, parce que je crois que ça commence déjà par appréhender la situation sous un angle différent et de façon différente. Alors déjà, je vous ai donné un truc tout à l'heure, c'est la question de la gratitude. Vraiment, toutes les études en psychologie tout court et en psychologie positive, montrent que plus on s'entraîne à exprimer la gratitude, donc prendre conscience de ce qui nous arrive de bien, qui vient de l'extérieur, et remercier pour ça, et remercier peut-être directement les gens, on se rend compte que cette gratitude-là, elle vient booster ce qu'on appelle le nerf vague dans le corps. C'est un gros nerf qui pilote notre système immunitaire et qui pilote l'humeur. Et donc, plus notre nerf vague il est tonique, plus notre système immunitaire est fort et plus on libère des hormones de bien-être comme de l'ocytocine, de la sérotonine dans notre cerveau. Donc déjà, rien que ça nous aide à voir les choses de manière plus positive et surtout à activer notre résilience, c'est-à-dire à affronter les choses difficiles de manière plus facile. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vraiment, c'est de travailler sur les limites. Et surtout chez nous, les limites et donc de partir de nos besoins, de faire le point et de se dire, voilà, il y a de fortes chances que dans votre quotidien, si vous prenez une semaine et que vous allez observer les moments où vous vous êtes senti tendu, vous vous êtes senti en colère, vous vous êtes senti enfin nous les adultes on dit je suis fatiguée, mais en fait c'est pas fatigué de fatigue forcément, j'ai pas assez dormi, c'est fatigué, j'en ai ras le bol, fatigué, je me sens impuissant, fatigué, je suis énervée, je suis découragée, je suis désabusée. Donc mais nous on dit fatigué et donc de remarquer, d'observer tous ces moments-là ou alors quand vous avez eu des réactions aussi, des réactions pas forcément adaptées, vous avez pourri votre gosse quand il est rentré de l'école ou parce qu'il a fait un pet de travers, vous lui tombez dessus, vous avez été, je sais pas, vous avez été méprisant avec votre conjoint, vous avez gueulé, vous avez pleuré, voilà, toutes les réactions comme ça et sans vous juger, en disant je suis la mère la plus atroce de la terre, enfin voilà, tout ce qu'on peut se dire qu'on est très capable de faire. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour en arriver là, voilà, et de vous demander quel besoin vous n'avez pas respecté. Quel besoin? Est-ce que c'était un besoin de repos? Est-ce que c'était un besoin d'être respecté? Est-ce que c'était un besoin de s'isoler? Est-ce que c'était un besoin d'avoir du temps pour terminer une tâche? Est-ce que c'est voilà, quel besoin j'ai pas respecté ou je n'ai pas fait respecter, d'où la question des limites, et qui m'a amené à ça. Et du coup, pour la prochaine fois, la fois d'après, si on est un peu plus au clair avec ses besoins, eh bien, on peut fixer la limite et donner la couleur. C'est-à-dire que quand je rentre chez moi, j'explique à mes enfants, alors ça ne marche pas à tous les coups, mais à force de le faire, et si on est vraiment au clair avec ses besoins, on dégage une autorité naturelle qui fait que les autres ils vont dire wow, il y a la limite, je vais pas la dépasser. C'est un vrai travail. C'est pour ça qu'on dit que ça s'apprend, mais c'est un vrai travail. Ça, la question des besoins et des limites, c'est un vrai exercice à faire et je peux vous jurer que ça peut vous changer la vie. Et l'autre chose, ça va être vraiment de prendre soin de votre corps. On en parlait tout à l'heure, mais j'en reviens à ça. Ce qui pilote tout notre corps, mais ce qui pilote nos émotions, ce qui pilote nos choix, nos décisions, c'est notre cerveau. Et notre cerveau, aujourd'hui,
on le maltraite, mais je crois que vous n'avez pas idée à quel point on le maltraite, parce que comme il marche, on a l'impression qu'il marche tout le temps, qu'il est à disposition, que c'est comme ça et tout ça, on ne se rend même pas compte de ce qu'on lui fait subir. Et notre cerveau, il a un mode de fonctionnement particulier, il y a des règles, et il a besoin de se mettre au repos. Donc, on ne peut pas travailler comme des dératés pendant plusieurs heures d'affilée sans faire de pause, sans boire, sans rien du tout, ce que les gens font, parce qu'on ne va pas tourner un bon régime et on l'abîme. On ne peut pas se dire que des trucs négatifs ou accepter de recevoir des choses négatives et de ne pas réagir et de ne pas mettre de limites, justement, sachant quand même qu'une pensée négative ou une critique ou un élément, une information négative, quand elle rentre dans le cerveau, elle s'accroche pendant très 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 longtemps sur les neurones. Alors que toutes les informations positives, elles glissent. Et donc, ça a été mesuré par des chercheurs, il faudrait au moins 5 informations positives pour une information négative, pour contrecarrer et compenser l'impact sur notre humeur, l'impact sur notre corps d'une information négative. Donc, si je peux vous donner déjà un conseil, c'est de limiter votre accès à l'information aux chaînes d'infos en continu. Et je sais qu'on est, enfin moi, mais sûr. tout le monde est plugué, et je ne citerai pas le nom des chaînes, mais sur les chaînes d'infos en continu, qui nous envoient que de la merde en fait, et que des informations très négatives et visuelles en plus. À la limite, vaut mieux les écouter, vaut mieux écouter la radio ou lire des informations que ce truc qui est très visuel, sachant que les informations visuelles, elles rentrent encore plus vite dans le cerveau et elles s'impriment encore plus. Donc, votre cerveau, il est tout le temps en train de processer et de traiter de l'information négative. Donc, il n'a plus d'espace disponible pour le positif, pour vous émerveiller d'un rayon de soleil, du rire d'un enfant, de prendre un livre, et vous êtes crevé à la fin de la journée. Donc, et la fatigue, c'est aussi l'ennemi du bien-être. On ne peut pas, je ne connais pas des gens qui sont épuisés et qui sont fatigués et qui n'ont plus d'espace dans leur cerveau, qui disent « je suis très heureux dans ma vie ». Ça n'existe pas, c'est pas possible. Donc, si vous voulez être bien, j'avais encore une question sur tout ce mouvement un peu qui essaie de dénigrer la pensée positive. Je vais volontairement pas la poser, pas pour éluder le débat, mais parce que vous devez partir dans pas très très longtemps. Non, mais c'est bon, je peux répondre à ça, je me ferai un plaisir. Je préfère que Gad pose les questions du public s'il y en a. Voilà. Merci beaucoup Audrey pour ce moment passé avec toi. Merci Virginie. Merci Audrey. On a fait quand même un petit stock de pensées positives. Ça ne veut pas dire qu'il faut le gâcher avec des pensées négatives, j'ai bien compris. Une question Audrey de Jean-François qui vous remercie, qui relève que ce que vous dites, Audrey, est un formidable hymne à la liberté individuelle, finalement. Mais est-ce que ça peut être collectif ? Alors, merci pour cette question, parce que justement, ça ne peut être que collectif à mon sens. C'est-à-dire que cet avènement du développement personnel dans les années 80-90, où c'était le développement personnel et je me regarde que le nombril, alors moi je vais bien, la terre s'écroule, mais moi je vais bien, c'est le principal. Ça ne peut pas marcher. C'est vraiment, on se développe et on fait un travail sur soi, et le développement personnel, il n'a de la valeur que s'il est au profit du développement collectif. C'est-à-dire que je prends soin de moi pour prendre soin des autres, pour aider, pour contribuer. Sinon, ça ne sert à rien de se développer tout seul. Quel est l'intérêt ? Nous sommes des animaux sociaux, et ce qui nous rend heureux, c'est de tisser des liens avec les autres et de se sentir utile. Et pour se sentir utile et pour être utile, il faut aller bien soi-même. C'est le principe dans les avions. Quand il y a les masques à oxygène qui sortent en cas de dépressurisation de l'appareil, on nous dit de d'abord nous équiper avant d'équiper notre voisin, même si c'est un bébé, même si c'est une grand-mère de 100 ans. Pourquoi ? Parce que si je respire bien, je peux aider. Si je m'arrête de respirer, je ne peux plus aider. Donc Jean-François, oui, c'est toujours au profit du collectif. Alors, Déborah pose deux questions. La première, c'est si vous aviez, et d'ailleurs, on va vous demander de le montrer, vous avez publié beaucoup de livres, Audrey, oui. Mais pour commencer, débuter dans cet accompagnement peut-être individuel ou dans ce travail individuel, vous avez un livre à nous conseiller, le vôtre. Ah non, alors j'en ai plein des livres, mais peut-être qu'on pourra les mettre en commentaire, ou je ne sais pas, mais déjà il y a un livre de mon amie Florence Servan-Schreiber qui s'appelle « 3 kiffs par jour ».
c'est facile à retenir, 3 kiffs par jour. Ça a été écrit pour nous, ça. Qui est extraordinaire et qui est justement très accessible, très facile, qui donne une pêche d'enfer. Donc, c'est pas mal de démarrer par ça. Moi, j'en ai écrit plusieurs. J'en ai écrit un qui s'appelle « Je dis stop à la pression » que j'aime beaucoup, qui m'a tenu beaucoup à cœur. Ça m'a tenu beaucoup à cœur de l'écrire parce que je vois trop de gens qui s'épuisent et se bousillent la vie pour des croyances qui n'ont pas lieu d'être. Donc, voilà, je dis stop à la pression. Et sinon, oui, moi, j'ai mon petit dernier, mais alors là, c'est un accompagnant, c'est un agenda 2021. Je l'ai écrit pendant le confinement. C'est un agenda 2021 où, alors c'est un agenda, mais à l'intérieur, j'ai mis tout un programme de coaching, semaine par semaine, avec des exercices, avec des petits trucs, avec des choses à faire pour tête, cœur, corps. Voilà, pour se sentir bien. Et avec donc cette capacité à générer des infos positives. Exactement, et des comportements positifs. D'accord. Alors, une autre question concernant je vais reprendre la question de Déborah. Lorsqu'on a une enfance difficile ou que lorsque l'enfance n'a pas été facile, comment être forte en tant qu'adulte? Alors évidemment, il n'y a pas de recette, on imagine bien, mais peut-être qu'avez-vous quelques axes comme ça de réflexion? Alors vraiment, en toute sincérité, si on a eu une enfance difficile et qu'on la reconnaît comme telle, il ne faut vraiment pas hésiter à se faire aider pour débloquer les blessures, pour soigner des blessures émotionnelles qui sont restées emprisonnées. Parce que même quand on grandit, c'est ce que je disais tout à l'heure, et intellectuellement, on a compris des choses, on vit des choses peut-être qui maintenant sont positives et tout ça, il n'en reste pas moins qu'émotionnellement, il y a des blessures qui restent bloquées, dont on n'a pas conscience. Et après, je prêche pour aucune paroisse, mais vraiment, c'est d'aller se faire aider, de trouver une personne de confiance qui travaille sur les émotions. Quand on a eu une enfance traumatique ou une enfance vraiment douloureuse, il y a des techniques, je vous dis, EMDR, en hypnose, en sophrologie, il y a des techniques plus corporelles, il y a des ostéopathes qui font des miracles aussi. Donc, trouver une personne et ne pas hésiter à se faire accompagner, c'est un très bon investissement pour guérir d'une enfance difficile et pour pouvoir se libérer pour bien avancer. Audrey, une dernière question, celle de Daniel, qui relève que vous avez parlé tout à l'heure au début de votre intervention de transmission aux enfants, ce qui donne du sens. Daniel vous demande si, pour celles et ceux qui n'ont pas d'enfants et qui doivent trouver un autre sens à leur vie, est-ce que dans votre pratique clinique, est-ce que ça se ressent? Non, mais bien sûr, mais on n'est pas obligé d'avoir des enfants à soi déjà pour avoir le sentiment de transmettre, et on peut transmettre tout le temps. On peut transmettre déjà aux autres enfants de notre famille, on peut transmettre à des adultes, on peut transmettre en faisant des cours, on peut transmettre en intervenant dans des associations, dans des écoles, transmettre par l'intermédiaire de son travail. Donc, à partir du moment où on a une voix et qu'on a un message qui nous tient à cœur, on peut le partager et on se doit même de le partager. Moi, je vois des gens qui disent oui, mais alors à quoi ça sert? Pourquoi voilà, il y a plein de gens très intelligents aussi qui disent la même chose. Je dis ok, mais personne ne le dit comme toi. Et donc, si on sent qu'on a envie de partager, de transmettre des choses, il y a plein de publics avec qui le partager. Et donc, vraiment, on n'a pas besoin d'avoir ses enfants pour avoir un sens à sa vie. Il y a des gens, comme le disait Virginie, il y a des gens qui n'ont pas forcément envie d'avoir des enfants et on n'a pas à les juger pour ça. Ça ne veut pas dire que leur vie est inutile. Leur vie, elle peut être utile parce qu'ils vont en trouver une utilité et un sens. Le sens, on peut le trouver dans plein de choses. Alors Audrey, le mot de la fin est pour Yannick, qui vous dit qu'on apprend aussi en écoutant de lumineuses personnes comme vous. Merci. Voilà, alors on va vous dire merci et puis ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Quand on a des choses à dire, quand on souhaite transmettre, il faut le faire. Eh bien écoutez, c'est également notre rôle à l'Écuge et j'espère, Audrey, que l'on vous verra à nouveau à l'Écuge. Grand plaisir. Très bientôt. Alors, je vais remercier toutes celles et tous ceux qui nous ont accompagnés. On va libérer Audrey. Et on va vous remercier encore. Merci beaucoup. Nous allons prendre une petite minute pour annoncer le programme à venir. Audrey, sentez-vous libre de nous faire un coucou et de
partir parce que vous avez Gros été bisous. Je vais chercher mon et fils. patient. Voilà. À très bientôt. Salut. Au revoir. Portez-vous Au bien. revoir. Au revoir. Virginie, encore une belle rencontre. Oui. Et on en a encore. On en a encore. Oui. Avec- Alors, non, je voulais juste dire que c'est vrai qu'on fait on fait le pari toutes les semaines, Gad et moi, d'essayer de trouver des vedettes parce qu'on a envie de vous donner des gens un peu, voilà, comme Stéphane Fraisse, comme Sacha Goldberger. Et puis, on a aussi envie de vous faire partager des coups de cœur comme Audrey ou comme Chloé Saada avec des publics un petit peu plus confidentiels. Mais c'est important pour nous de panacher toutes ces personnalités. Cette semaine, c'est très chargé parce que pour Juifs et la semaine prochaine, donc le 24 janvier, on fait Juifs et communicants avec Stéphane Fuchs de Havas, de l'agence Havas. Alors, si vous ne connaissez pas Stéphane Fuchs, ce n'est pas grave, mais regardez dans Google et puis vous verrez que ça va être passionnant parce qu'on va parler de plein de sujets, que le mec est juste dingue et assez génial. Et comme si la semaine n'était pas suffisamment chargée, mercredi 20 janvier, on fait donc la deuxième session de masterclass et on reçoit le grand rabbin de France, Chaim Korsia, voilà, en toute détente. Et on va se demander, Gad, si les rabbins sont des juifs comme les autres. Moi, je pense que non. Et on va... alors, je ne vous promets pas... je n'ai pas envie de vous faire rêver, mais je vais quand même vous faire rêver. J'ai envie de lui poser énormément de questions, plein de questions, et les questions qu'on n'a souvent jamais osé poser à un rabbin. Donc, ça risque d'être passionnant. C'est le 20 janvier, inscrivez-vous et puis partagez auprès de vos amis. Faites-nous vos retours, c'est toujours un kiff tous les dimanches soirs de recevoir vos retours, vos remarques. Voilà. Et puis, oui, Chaim Korsia, qui est une occasion formidable de partager et de le découvrir différemment. Exactement. Stéphane Fuchs, dimanche, qui est quand même le communicant que tout le monde connaît ou aimerait connaître. Peut-être en avant-première, Virginie. Disons-le que le 31 janvier, on va recevoir Enrico Macias. Voilà. Donc, ce sera Juif et Enrico, parce qu'Enrico, c'est quand même autre chose, c'est pas seulement un chanteur, c'est une figure de la culture séfarade en France. Enrico, c'est Enrico, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Voilà. C'est la raison pour laquelle, Virginie, ce rendez-vous s'appellera, non pas Juif et chanteur, ou Juif homme de paix, mais Juif et Enrico. Et Enrico, voilà, exactement. et donc voilà, donc on est très heureux de préparer ce rendez-vous toutes les semaines. On est très heureux des retours, on est très heureux de l'engouement. Et n'hésitez pas à nous envoyer des noms, à nous proposer des choses réalistes, s'il vous plaît. Et puis voilà, et on vous prépare de très très belles surprises. En plus, moi, je suis très heureuse parce que depuis que je vois ton polo Les Cuges, j'ai plus du tout de problème pour savoir comment je vais me saper le dimanche soir. J'attends que tu me l'envoies. Voilà, j'avais complètement oublié de remercier mon copain Jean-François qui m'a fait un cadeau et c'est en son honneur que j'ai porté. Avec le petit nom, avec le statut, on se voilà. Au camping. Voilà, exactement. Et donc, on y réfléchit. Simplement, vous dire, vous souhaitez une belle soirée en vous rappelant que les Cuges a toujours besoin de votre soutien. Donc, pour ceux qui sont en situation de le faire, n'hésitez pas. En fermant votre Zoom, vous aurez probablement une fenêtre d'appel à soutien qui apparaîtra. Bien, faites ce que vous voulez, faites ce que vous pouvez. Et en tout cas, on vous retrouve dès la semaine prochaine. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, au revoir.